Le Premier ministre malien Diongo Sissoko, le président de la République Alassane Ouattara, président d'exercice de la CEDEAO, Diongo Sissoko a expliqué que le premier tour des élections présidentielles au Mali s'est déroulé dans le calme et mis le souhait de voir son pays sortir définitivement de la crise. La société de gynécologie et obstétrique se réorganise pour combattre les problèmes liés à la santé sexuelle et de la reproduction. La mortalité maternelle et infantile sur 1000 naissances, 644 de décès sont enregistrés. Les taxis communaux menacés d'arrêt d'activité à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les tricycles leur font la concurrence. Ces engins à 3 roues sont présents partout et sont les préférés des populations pour des raisons économiques et des raisons de commodité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, s'est entretenu avec le Premier ministre malien Diongo Sissoko, qui était porteur d'un message du président par intérim du Mali dans le cadre du renforcement continu des relations entre les deux pays. Il a expliqué que le premier tour des élections présidentielles au Mali s'est déroulé dans le calme. Le compte-rendu d'Awa Touré. Le Premier ministre du Mali, Diongo Sissoko, est venu remettre au président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, un message de remerciement du président Dioncounda Traoré à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle. Avec cette élection, le Mali entame ainsi sa sortie de crise qui, pour le Premier ministre, est un succès pour les autorités maliennes, mais surtout pour la CEDEAO et le président Alassane Ouattara. Nous sommes venus vraiment le remercier. Le remercier pour l'excellent travail accompli par la CEDEAO pour résoudre cette crise malienne. Vous savez que depuis le 1er avril 2012, la CEDEAO est au chevet du Mali. Et cette crise tire à sa fin. Sur le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu dimanche dernier et un second tour aura lieu le 11 août. Le premier tour, unanimement, s'est passé dans le calme. C'est ce qu'estiment l'ensemble des observateurs qui étaient à Bamako et même ceux qui ont vu de loin ces élections-là. Alors nous estimons que nous sortons de cette crise. Il était important pour le président de la République du Mali de venir remercier le président en exercice de la CEDEAO, de remercier le président Ouattara pour tout ce qu'il a fait. Et dans quelques jours, les rideaux vont tomber sur ces élections-là. Ces élections, le deuxième tour, c'est le 11 août. Après le 11 août, nous espérons que la République du Mali sera entièrement sortie de cette crise. Le Premier ministre malien Diongo Sissoko a aussi salué l'assistance apportée à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour l'organisation du scrutin sur le territoire ivoirien. En ce qui concerne les situations au Mali, le second tour opposera Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête du premier tour du 28 juillet avec 39,2% des voix devant Soumaïla Cissé qui a obtenu 19,44% des voix. Et selon les résultats officiels publiés hier, le second tour doit avoir lieu le 11 août, ce qui laisse à peine 9 jours aux deux candidats pour mener leur campagne dans un pays qui a été déstabilisé par 1 an et demi de crise politico-militaire. Le retour de la Banque africaine de développement à son siège à Abidjan se précise. Une délégation de la banque était en mission en Côte d'Ivoire pour rencontrer les autorités ivoiriennes et échanger avec les responsables de certaines institutions. Les explications de Noël Ayo. Le retour de la BAD, Banque africaine de développement, c'est définitivement un acquis après les dernières assemblées annuelles tenues à Marrakech, au Maroc.
Place maintenant aux faits démonstratifs de ce retour. Nous avons 2 directeurs des départements régionaux avec tout leur personnel qui ont déjà fait le déménagement et qui sont installés à Abidjan et ils opèrent à partir d'Abidjan à partir du mois de juillet. Nous aurons un 2e groupe que nous appelons un groupe avancé des collègues de la Banque africaine de développement qui sont prévus d'arriver au mois de septembre. Cette équipe viendra pour préparer le retour des autres. 1000 au départ d'Abidjan, le personnel de la BAD est passé à 2000 aujourd'hui. Préoccupation majeure de ce doublement de l'effectif, les questions de logement, de santé et d'école. Sur ces différents tableaux, le gouvernement s'est dit déterminé à leur apporter des solutions idoines de concert avec la BAD. Nous sommes en train de travailler la main dans la main sur les questions d'école. Les solutions sont trouvées. Pour la santé, nous sommes en train de tout parfaire. Le logement, nous le pilotons ensemble avec les institutions étatiques, mais aussi avec quelques initiatives privées. Et je pense que les 2000 familles qui arriveront trouveront de quoi se loger à Abidjan. S'agissant de la restitution des missions portant sur la communication et la négociation du contrat de cession de l'immeuble du CCIA, Centre de commerce international d'Abidjan, on peut affirmer que rien n'a signalé parce que les parties sont engagées à parfaire l'accord. Quant à la communication, le gage est donné de ce que la collaboration sera totale. Parlons d'emploi jeune. Parmi les dispositifs existants pour l'insertion professionnelle des jeunes figure la plateforme de services Côte d'Ivoire. Elle est née de la volonté du FDFP, de l'AGFOP, de l'AGEP ou encore du FNS. Et au niveau de la plateforme de services d'Abobo à Niama, ils sont nombreux, ces jeunes qui aujourd'hui exercent des activités économiques pour leur propre compte après avoir bénéficié d'une formation. Hugues Hervé nous en dit plus. Pour les demandeurs d'emploi, les porteurs de projets ou les jeunes déjà en activité, tout commence par une formation. La plateforme des services d'Abobo à Niama leur donne ainsi une meilleure maîtrise du métier choisi et les moyens de transformer leur projet en micro-entreprise. Il y a 6 mois, Balo Leseni participait à une formation. Menuisier ébéniste, il est aujourd'hui installé à son propre compte avec le soutien financier de la PFS Abobo à Niama. J'ai commencé avec 50 000. Un peu, si je gagne un peu, je paye mes matériels un peu. Aujourd'hui, ça va. Je remercie bon Dieu. Je fais les lits, je fais les fauteuils, je fais les meubles aussi. Kwaku Akissi Béatrice figure parmi les premières personnes formées par la plateforme des services depuis 2011. Elle vit aujourd'hui des retombées de son passage à la PFS. Souvent, quand il y a mariage, on m'appelle, je mets un coiffeur à la maison. Souvent aussi, ils viennent, ils coiffent bien, ils s'en vont. Je vais dire aux jeunes, n'ont qu'à faire comme moi. Depuis 2011, 260 jeunes ont été formés et 80 installés par la plateforme des services d'Abobo à Niama. Ce dispositif d'insertion des jeunes par l'activité économique, mis en place par le FDFP, la GFOP, la GEP et le FNS, est financé par la coopération française et la Banque mondiale. Une école, 5 hectares de forêt, c'est le projet initié à Botro, dans la région du Béquet. Une journée de l'arbre a été organisée sous le thème « Un citoyen, un arbre ». L'opération a sensibilisé les populations sur la nécessité de reconstituer le couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Brahima Doumbia, Chalteto. Cette activité de reboisement vise à sensibiliser les populations sur la protection des forêts ivoiriennes. L'édition 2013 est marquée par l'implication des établissements scolaires dans la sauvegarde des forêts. Implication qui permet au lycée de Botro d'offrir 7 hectares de terre à reboiser. Les autorités de la région de Béquet et leurs partenaires du ministère des Eaux et Forêts ont ainsi planté des arbres pour apporter leur contribution à la restauration du couvert forestier ivoirien. Pour le directeur régional des Eaux et Forêts de la région de Béquet, il faut inculquer le respect de l'environnement dès le bas âge. Que nos élèves s'habituent petit à petit à l'action du reboisement, afin que demain, ils sachent véritablement quoi faire par rapport à la protection de notre environnement. Le chef de village de Botro a salué l'intérêt donné à sa localité pour accueillir la célébration de la journée de l'arbre. Le désert avance, il nous faut ça. La journée de l'arbre à Botro a été marquée par des messages de sensibilisation et des sketchs au foyer des jeunes de Botro
afin de faire de la population un partenaire au développement des forêts en Côte d'Ivoire. Et en plus de contribuer à la reconstitution du couvert forestier, nous devons chaque jour rendre notre environnement propre. Les autorités ivoiriennes viennent de lancer une campagne de sensibilisation dénommée « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Elle démarre aujourd'hui et dure un trimestre. Population, autorités locales sont invitées à s'impliquer dans cette opération qui consiste tout simplement à balayer devant les maisons. Dans sa volonté de combattre les problèmes liés à la santé sexuelle et de la reproduction, la Société de gynécologie et obstétrique se réorganise. Un congrès est en vue pour aborder ces questions également liées à la mortalité maternelle et infantile. Le commentaire de Maïsako. Sur 1000 naissances, l'on enregistre 640 cas de décès. La mortalité maternelle et infantile est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Les praticiens du domaine de la gynécologie et de l'obstétrique en sont conscients. Nous sommes en train de nous battre dans le cadre des objectifs du millénaire, c'est-à-dire la réduction de la mortalité maternelle et de la mortalité néonatale, dont le lancement a eu lieu la dernière fois à l'Hôtel Ivoire de Karma. Avec l'appui de tous les partenaires techniques, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, dont nous sommes un peu les bras pour la mise en œuvre de la lutte contre la mortalité maternelle. Le deuxième congrès de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOCI, prévu en octobre, va permettre de relancer les activités de l'association et la repositionner au sein des sociétés savantes nationales et sous-régionales. La gratuité des soins obstétricaux et néonataux, les cancers gynécologiques et mammaires et l'infection à VIH-Sida en gynécologie obstétrique sont les sous-thèmes qui vont être abordés au cours de la rencontre. Des réalisateurs issus de 13 pays d'Afrique de l'Ouest ont bénéficié d'une formation sur l'écriture de documentaires. La formation, qui a duré 10 jours, a pour but de participer au développement du cinéma africain. Les explications de Patricia Omouetia. La première formation consacrée à l'aide au développement et à l'écriture documentaire vient de s'achever. L'objectif de la formation est d'appréhender de manière globale et pratique les spécificités de la réalisation documentaire. Ça m'a paru particulièrement intéressant d'aider ces femmes qui sont des actrices demain du documentaire parce que je pense que le continent africain a besoin de programmes originaux qui soient produits ici et qu'elles sont aujourd'hui des acteurs qui vont pouvoir devenir des professionnels du cinéma et pouvoir elles-mêmes fournir des contenus pour la télévision. Ce projet était destiné aux réalisatrices africaines, car nous souhaitions qu'à travers un regard féminin, la réussite et tout ce qui bouge en Afrique soit incarné. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un film documentaire forme une histoire, un récit, avec au minimum un début et une fin, indique la lauréate du Rwanda, qui selon elle a bien perçu les enjeux de cette formation. Aujourd'hui, j'ai appris comment je peux bouger les lignes, comment je peux montrer les gens ce qu'ils veulent voir, tout ça. Ça m'a donné une espoir que je peux faire quelque chose qui est très puissant du monde. Pour le représentant du ministre, le ministère de la Culture reste un outil de réflexion et d'échange qui accompagne les acteurs de la culture. Le gouvernement fait de l'année 2013 l'année du cinéma. Année de cinéma pour la relance du 7e art qui a connu des jours glorieux mais qui depuis une dizaine d'années avec l'ensemble de la situation que nous avons connue au pays, a connu certaines léthargies. En tant que partenaire engagé dans la production audiovisuelle africaine, Canal+ Afrique et Canal France International sont heureux du succès de faire découvrir de nouveaux talents féminins dans la création audiovisuelle. La Direction générale du Trésor a eu le prix de la meilleure entreprise numérique et Léon Brou nous conduit à la cérémonie de remise de ce prix. La Direction générale du Trésor, meilleure administration numérique 2013 sur les 11 entités publiques engagées dans la compétition. Compétition qui consiste pour les administrations publiques à développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour améliorer leurs prestations. Elle est instituée pour encourager les efforts et initiatives des établissements publics, des collectivités décentralisées dans la promotion des NTIC. Ce concours s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, un projet
du ministère en charge de la fonction publique, soutenu par le ministère de la Poste, des technologies de l'information et de la communication. Les deux ministres respectifs, Niamey Konan et Bruno Koné, ont donc apporté leur encouragement à la Direction générale du Trésor, meilleure administration numérique 2013. Je vous fais lecture de ce communiqué du CNP, le collège des conseillers du Conseil national de la presse, réuni en sa 15e session ordinaire le jeudi 1er août 2013, a examiné les compléments de dossiers acheminés par les entreprises de presse dont les titres ont été suspendus à l'issue de la session ordinaire du 6 juin 2013. Et au terme des délibérations, 5 entreprises de presse ont vu l'interdiction de parution de leurs titres levée. Il s'agit de Les Éditions Saint-Sauveur, éditrice de Zaoli, Office Sound, éditrice de Sud Info, Conquissi SRL, éditrice de Au Travail, Groupe L'Hebdo, éditrice de L'Hebdo Ivoirien, Maximage Édition, éditrice de PME PMI Magazine, et toutes celles ayant fourni des pièces complémentaires à leur dossier et dont les noms ne figurent pas dans le présent communiqué sont invités à fournir les pièces manquantes. Les Ivoiriens réfugiés à l'étranger reviennent de plus en plus en Côte d'Ivoire grâce aux efforts du service d'aide d'assistance aux réfugiés et apatrides. Un 5e convoi des Ivoiriens réfugiés au Togo depuis la crise post-électorale est arrivé cette semaine à Abidjan. Retour au Bercail. Au nombre d'une cinquantaine, ces passagers foulent la terre natale après 2 années d'absence du pays. Réfugiés au Togo depuis la crise post-électorale, ces Ivoiriens ont d'abord hésité à rentrer en Côte d'Ivoire. Ensuite, rassurés par les démarches du service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara, structure du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, ils se sont enfin décidés. Ils ont dit que si tu revenais au pays, tu as plus la chance d'évoluer. Parce que dans la musique, tu peux plus évoluer. Mon pays me manquait, le travail, puis les amis, puis bon, l'ambiance. Nous ont dit de venir, que c'est qu'un souci, on vient, ils vont s'occuper de nous. Je suis content de retour. Belle initiative de l'État de Côte d'Ivoire et du Haut Commissariat aux réfugiés, mais question, que deviennent ces nationaux une fois rentrés au pays? Bénéficient-ils de soutien? Nous avons, par exemple, pour ce qui concerne du domaine éducatif, nous avons saisi le ministère de l'Éducation nationale pour le dossier de certains élèves, des réfugiés, qui ont été casés dans des écoles privées comme publiques. Et quant au dossier de santé, nous avons également saisi le ministère de la Santé et qui a pris en charge un certain nombre de malades chroniques. En ce qui concerne le problème de l'emploi, évidemment, nous sommes en contact avec le ministère de l'Emploi. Là-bas aussi, nous avons constitué des dossiers que nous avons déposés qui doivent être transmis à l'AGP, l'Agence de promotion de l'emploi. Personne ne se plaint, ils sont intégrés, ils sont en sécurité, ils vont à leurs occupations. Personne n'a été inquiété, personne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, personne. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides est à son 5e convoi de rapatriement d'Ivoiriens réfugiés au Togo et au Ghana. Le Sahara bénéficie de l'appui régulier du Haut Commissariat aux réfugiés. Depuis le 1er août 1291 a été signée la charte pour la fondation de la Confédération suisse qui confère à la Suisse sa stabilité politique, juridique et sociale. Et le 722e anniversaire de cette confédération a été célébré ce jeudi 1er août ici à Abidjan. Léon Bro nous conduit à cette célébration. Triomphe des couleurs et autres symboles de la Confédération suisse à la résidence de l'ambassadeur de ce pays en Côte d'Ivoire, malgré le noir de la nuit du 1er août 2013. Les Suisses en Côte d'Ivoire et leurs amis célèbrent le 722e anniversaire de la charte fondant leur confédération. Une occasion pour l'ambassadeur d'évoquer la coopération ivoiro-suisse. Encore aujourd'hui, la Suisse est le 3e investisseur étranger dans votre pays. La Suisse soutient par exemple avec vigueur l'activité du président et de la commission Vérité, Réconciliation et Dialogue.
Adressant à ses compatriotes le message de la nation suisse, le parlementaire Guy Parmelin a rappelé les conditions de la naissance de leur confédération et exhorté les Suisses à toujours régler leurs conflits internes par la négociation. Une leçon de réconciliation pour les autorités ivoiriennes. La Suisse reste un modèle de courage, un modèle d'abnégation, un modèle de on ne renonce pas, on n'abandonne pas et on s'approprie son destin. Et voilà comment on peut s'en sortir. Je crois que oui, les Ivoiriens en sont capables. La Confédération suisse a été fondée en 1291 par une charte de non-agression, de tolérance, d'unité entre Suisses pour imposer la suprématie de ce pays plurilinguiste sur ses ennemis. Le maire de la commune de Yopougon, Kafana Koné, poursuit sa tournée. Après la nouvelle cimenterie de la zone industrielle, il est allé à la rencontre des femmes du marché du vivrier situé à Siporès. Et cette visite fait suite à l'incendie qui a ravagé le marché. Et le député maire a apporté son soutien à ces braves femmes. Il leur a remis la somme d'1 million de francs CFA. La conseillère du marché, Madame Tianlou, a tenu à remercier le maire et le maire Kafana a promis réhabiliter les pistes des marchés et construire 4 nouveaux marchés. La direction Korogo peut parler de cette menace qui plane sur les conducteurs de taxis communaux. Ils broient le noir et leur chiffre d'affaires baisse depuis l'avènement des tricycles. Ces engins à 3 roues sont présents partout et sont les préférés des populations pour des raisons économiques, mais également des raisons de commodité. Soro Corona, Chaltatou. Les tricycles, ces engins à 3 roues, apparaissent dans le paysage du transport en Côte d'Ivoire au début des années 2008. À Korogo, ces motos vont prendre une place de choix dans l'univers du transport urbain avec le don de l'ADDR de plusieurs de ces agents aux ex-combattants pour leur réinsertion sociale. Cet autre type de transport livre une concurrence aux taxis communaux de la cité du Poro. Une concurrence jugée déloyale par les chauffeurs de taxi. Depuis les 3 roues là, ils venaient nous trouver ici. Souvent, sous car quitte Abidjan pour venir comme ça. Et dit les clients, si c'est taxi voiture, ils vont te prendre 2000. Venez, ils vont te prendre 1000 francs. Avant, si tu n'as rien eu, tu peux avoir 10 000. Mais maintenant là, souvent 2500 après gasoil. La réduction considérable de leurs recettes a des conséquences sur leur quotidien. Même remettre ces voitures en état après des pannes mécaniques est devenu une équation à plusieurs inconnus à résoudre. Souvent, un taxi garde, on ne peut pas arranger. Il y a beaucoup de taxis qui est garé. Le propriétaire ne peut pas arranger. Toi-même qui es le chauffeur là, tu es honte pour aller lui dire j'ai telle panne. Tu sais ce que tu lui donnes. Et puis si la voiture est en panne, tu vas lui dire quoi? Ce que tu donnes, toi tu sais. Les documents qu'il faut à ces chauffeurs de taxis communaux pour pouvoir circuler librement ne sont pas à oublier. Les papiers de véhicule là est plus beaucoup que pour 3 roues, est plus beaucoup que pour moto. Mais si on veut comparer, c'est difficile. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les conducteurs de ces tricycles, eux, se frottent les mains. Les bagages que les Kia, les bâchers devraient prendre là, bon, nous on pourrait prendre ça à un prix un peu bas. On pourrait avoir, dans la journée, tu peux avoir 10 000 francs. Souvent même 20 000 francs, si tu as la chance. Les taxis communaux ne sont pas les seules victimes de la présence massive des tricycles. Les propriétaires des taxis-motos, eux, ne font pas de bonnes recettes. En attendant que les autorités locales ne trouvent de meilleurs moyens pour mieux organiser le transport urbain, les taxis communaux et taxis-motos passeront par d'autres voies pour survivre. À l'étranger, le président zimbabwéen Robert Mugabe, au pouvoir depuis 33 ans, se prépare à une victoire électorale écrasante sur son rival Morgan Tsvangirai. Le résultat officiel de la présidentielle n'est théoriquement pas attendu avant lundi. Au Zimbabwe, toujours pas de résultat officiel, mais le camp du président sortant revendique déjà la victoire à la présidentielle. Selon son porte-parole, Robert Mugabe aurait raflé près de 75% des voix, mettant KO son opposant Morgan Tsvangirai, qui crie à la fraude et rejette les résultats. Ce dernier ne pourra pas compter sur le soutien des observateurs de l'Union africaine.
Le chef de mission, Olusegun Obasanjo, a en effet jugé le scrutin libre et transparent. De leur côté, les pays d'Afrique australe appellent les deux camps à respecter les résultats du vote. Redorer l'image de la sécurité aérienne du Cameroun, c'est l'objectif de cette simulation de sauvetage menée par des militaires. Mission du jour, retrouver un avion en détresse perdu dans le centre du pays. Mission accomplie en un peu plus de 2h30, mais c'est encore trop long selon les autorités militaires. L'exercice fait suite aux pressions internationales pour que le Cameroun se dote d'un dispositif de sauvetage plus performant. En 2007, le crash d'un avion kényan à Douala avait révélé de lourdes failles dans le dispositif de recherche et de secours aux victimes. Le Sénégal se dote de sa toute première autoroute à péage. Inaugurée par le président Macky Sall, elle relie Dakar à Diamniadio sur un tronçon de 32 km. Objectif, décongestionner la capitale. D'un coût total de 380 milliards de francs CFA, la nouvelle autoroute a nécessité le déplacement de 30 000 personnes vivant sur son tracé. Et elle ne fait pas que des heureux. Des habitants jugent en effet le prix du péage exorbitant, un peu plus de 2 €. Rendons-nous au Ghana voisin où la diaspora américaine a célébré Emancipation Day. Le thème cette année, unité des femmes africaines, des familles africaines, panafricanisme et renaissance africaine. Ils sont venus participer au festival Panafest qui se déroule tous les 2 ans au Ghana. Un événement panafricaniste qui attire autant les Ghanéens que les touristes étrangers. Mais pour la plupart d'entre eux, c'est surtout un pèlerinage. Passage obligé, le fort de Cape Coast, situé à une centaine de kilomètres d'Accra. Un lieu symbolique, c'est ici qu'étaient regroupés les esclaves avant leur départ pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Visite des cellules dans lesquelles étaient entassés les esclaves. À la sortie, l'émotion est forte. C'est dégoûtant de voir comment les esclaves ont été traités ici. Bien sûr, j'ai appris ça à l'école, mais le voir, c'est vraiment différent. Parmi les touristes, beaucoup d'Américains. Ce professeur de Chicago est venu avec un groupe. Elle veut renouer avec son histoire et s'est fait un devoir de la transmettre à ses élèves. C'est important que les enfants connaissent leur histoire, les origines de leurs arrière-grands-parents. Comment ils sont arrivés en Amérique et dans quelles conditions? Des centaines et des centaines de milliers de gens sont morts à cause de la traite négrière. Autre étape importante de ce voyage, la rivière aux esclaves. C'est là que les esclaves enchaînés se lavaient pour la toute dernière fois avant une longue marche et un départ pour les Amériques. Chacun veut toucher cette eau, sans doute pour être plus proche des ancêtres. L'émotion me submerge à cause du deuil et de la peine. Je suis en connexion avec eux. Je ne m'y attendais pas. Pour notre professeur de Chicago, l'émotion est à son comble. C'est important d'être là et d'enterrer nos ancêtres. Les chants résonneront à la rivière aux esclaves, autant de moments d'intense émotion qui resteront gravés dans la mémoire de ces touristes américains. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de la nuit du destin. Les fidèles musulmans célèbrent cette nuit la révélation et la descente du Coran. Et cette nuit est consacrée à la prière et aux invocations. Les valeurs spirituelles et morales seront prônées, nous dit Delphine Bla. Cette nuit est de haute spiritualité. Une nuit bénie que les musulmans vivent avec joie, ferveur et enthousiasme. C'est la nuit de la révélation et la descente du Coran. Il s'agit de la nuit du destin. À l'instar de leurs coreligionnaires du monde, les musulmans ivoiriens seront présents dans les mosquées pour célébrer cette nuit, placée sous le thème « Le mois béni du Ramadan », une école de promotion des valeurs spirituelles et morales. Ce sujet cadre avec le contexte de dépravation des mœurs. Cette célébration de la nuit du destin sera donc une opportunité pour les guides musulmans de prêcher sur ces mots qui minent la société d'aujourd'hui. Tiré de la sourate 97 du Saint-Coran, la dévotion au cours de cette nuit équivaut à 1000 mois de prière, soit 83 ans et 4 mois. La cérémonie officielle de la nuit du destin va se dérouler
à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Et je rappelle que la nuit du destin est célébrée cette nuit partout en Côte d'Ivoire et demain dimanche est férié. À fin de ce journal, merci de votre attention, que votre étoile brille toujours et partout.